Bonjour, soyez les bienvenus sur France 3, Paris-Île-de-France pour votre émission Dimanche en politique. La réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi prochain, le 31 janvier. Après le succès des dernières manifestations qui avaient rassemblé au moins plus d'1 200 000 personnes partout en France, dont près de 100 000 à Paris, qu'attendre de cette nouvelle journée d'action? Eh bien, on va en parler, je vais y arriver avec notre invité, Paul Vannier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise, vous êtes aussi et encore conseiller régional en Île-de-France. Merci d'être avec nous. On parlera tout à l'heure de la pénurie des enseignants, du financement des transports en commun franciliens également, mais d'abord donc la mobilisation contre la réforme des retraites avec un débat en compagnie de la députée porte-parole de Renaissance, Prisca Thévenot. On la salue, on la retrouvera dans quelques instants. D'abord, Paul Vannier, succès de la dernière grande journée de mobilisation le 19 janvier dernier. Les syndicats espèrent tout autant mardi prochain. Il y a eu des actions cette semaine, notamment dans le secteur de l'énergie. Vous, à la NUP, vous souhaitez un référendum sur la question. Une motion référendaire à l'initiative des communistes a d'ailleurs été déposée à l'Assemblée nationale. Avec quel objectif? L'objectif de démocratiser, au fond, ce débat. Puisque le gouvernement a fait le choix à l'Assemblée nationale de recourir à des outils très autoritaires. L'article 47.1 de la Constitution qui contraint le temps du débat, qui va le réduire à une dizaine de jours et qui, dans l'hypothèse où l'Assemblée ne pourrait pas aller jusqu'au vote, permet au gouvernement d'imposer par ordonnance sa réforme. On sait qu'il est minoritaire, on sait qu'il est très minoritaire. 8 Français sur 10 sont opposés au report de l'âge légal à 64 ans. Et donc nous disons que c'est au peuple de trancher. C'est au peuple de trancher cette question. Nous allons proposer en effet cette motion référendaire. Nous faisons notre travail de parlementaires et nous considérons que c'est une question elle est profonde, cette question de la réforme des retraites. Elle ne peut pas comme ça, à toute force, à coup de force, être imposée au pays. Il faut laisser les Français trancher. Mais cette motion, je veux dire qu'elle n'est pas contradictoire avec évidemment ce qui se passe dans la rue, avec cette mobilisation sociale. C'est l'essentiel, c'est là que se joue l'essentiel. Et évidemment, donc, nous serons dans la rue mardi, le 31, aux côtés des organisations syndicales, et nous appelons à la mobilisation la plus large. D'abord, peut-être, sur ce passage en force que vous dénoncez, on va aller voir Prisca Thévenot. Bonjour, vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine, porte-parole du parti Renaissance et conseillère régionale en Île-de-France. Est-ce que le gouvernement est en train de passer en force sur la question de la réforme des retraites, comme le dit Paul Vannier? Non, en réalité, ce qui passe en force en ce moment, ce sont les fake news, les éléments de langage et les volontés de marcher sur la démocratie de la part des députés, de mes collègues de la France Insoumise. Soyons très clairs, moi quand j'entends Monsieur Paul Vannier, et que je salue d'ailleurs, nous dire que l'enjeu aujourd'hui c'est de mettre en place un référendum sur la réforme des retraites, mais attendez, soyons juste un peu honnêtes entre nous 2 secondes. En réalité, ce que la LFI veut, c'est tout simplement agir de telle manière à ce que les urnes enfin leur donnent raison. Rappeler en permanence les Français à aller aux urnes, c'est pour quelque part essayer de faire enfin en sorte que les urnes les rendent victorieux. Et rappelons les faits, simplement les faits. Oui, vous vous êtes présenté par 3 fois aux élections présidentielles. Les Français vous ont dit ce qu'ils pensaient, ils vous ont dit circuler. Maintenant, sur cette réforme des retraites, les Français sont majoritairement hostiles. À l'Assemblée nationale, c'est compliqué de trouver une majorité. Et effectivement, il y a le cadre d'un texte budgétaire pour faire passer cette réforme des retraites. Manifestement, c'est quand même un passage en force, non ? Manifestement, écoutez, moi je vais vous rappeler peut-être l'autre revers de la médaille. L'autre revers de la médaille, c'est que la LFI annonce déjà vouloir poser plus de 1000 amendements par député. Excusez-moi si ça c'est pas de l'obstruction ou de la volonté de ne pas mettre en place un débat démocratique entre des élus démocratiquement au sein d'une institution qui fait partie de notre démocratie qui est l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que c'est. Je dois le rappeler une bonne fois pour toutes. Là par exemple, cette semaine, le texte commence à être examiné en commission des finances où je suis cette semaine. Moi, je dois le dire très clairement. Ce que je constate, c'est que oui, ils font tout pour éviter le débat dans l'hémicycle pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont arrivés au bout de leurs éléments de langage. Et donc, ils savent très bien que dans l'hémicycle, ils vont arriver non pas face à une majorité politique partisane, mais face à une majorité de députés venus de différents bancs qui leur expliqueront pourquoi nous devons réformer ce système de retraite pour garder notre solidarité à la française à laquelle nous sommes tous attachés. Paul Vannier, est-ce que vous faites de l'obstruction à l'Assemblée nationale? Non, Madame Thévenot, vous parlez de fake news, vous venez d'en proférer une grosse.
Il y a 75 députés dans le groupe de la France Insoumise et notre groupe a déposé hier 3300 amendements sur ce projet de réforme. Ce n'est pas les 75 000 amendements que vous venez d'évoquer. Mais nous n'avons pas peur du débat, pas peur du vote, pas peur de la démocratie. C'est le sens de cette motion référendaire. C'est le sens aussi de notre volonté d'aller à travers nos amendements, au fond du sujet de cette réforme des retraites qui va pourrir la vie des gens. C'est quoi cette réforme des retraites? C'est voler, au fond, les 2 plus belles années de la retraite aux Français. 64 ans, l'âge auquel le gouvernement veut repousser la possibilité de partir à la retraite, c'est la fin de l'espérance de vie en bonne santé. Ces 2 plus belles années, celles où on peut se consacrer à sa famille, à ses proches, on peut s'engager, on peut partager, eh bien, le gouvernement veut les voler, veut en priver la majorité des Français. Elle est profondément injuste, cette réforme, et je persiste, vous voulez l'imposer, parce qu'il y a l'article 47.1, mais vous vous réservez aussi la possibilité, c'est un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, c'est un peu technique, mais ce véhicule législatif autorise le gouvernement à utiliser autant de fois qu'il le voudra le 49.3. Donc la question, en vérité, c'est le gouvernement osera-t-il soumettre au vote des députés ce projet de loi ? Je prends le pari qu'il ne le fera pas parce qu'il n'a pas de majorité. Et on le sent, il y a des divisions, des fractures au sein même de la Macronie, avec des députés du Modem, d'Horizon, certains sur les bancs de La République En Marche, qui disent aujourd'hui leurs doutes et pour certains leur volonté de voter contre. Ce déficit qui est annoncé par le Conseil d'orientation des retraites, estimé entre 12,5 milliards d'euros et 20 milliards d'euros. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que pour vous, ce n'est pas un problème ou est-ce que voilà, il faut juste trouver de nouvelles pistes? D'abord, le président du Conseil d'orientation des retraites a déclaré il y a quelques jours encore devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale qu'il n'y avait pas de problème de long terme à propos du financement de notre régime de retraite. Il y a en effet un déficit conjoncturel. La trajectoire, elle est maintenue, c'est ce que dit le corps. La trajectoire, elle est maintenue. 12 milliards, il faut le rapporter d'abord à l'ensemble des dépenses de retraite dans nos pays. C'est plus de 300 milliards pour un petit peu mettre des ordres de grandeur. Mais je vais vous donner, par exemple, une façon de combler très rapidement ce déficit conjoncturel. Le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards d'euros d'exonération de cotisations. Ce sont les cotisations qui financent nos régimes de retraite. Eh bien, mettons fin à ce cadeau aux entreprises pour rétablir l'équilibre. C'est ça, d'ailleurs, la deuxième injustice de cette réforme. Elle vole les plus belles années de la retraite, mais elle conduit aussi à faire payer aux salariés, aux retraités, la pluie de cadeaux fiscaux qui ont été faits ces dernières années par Emmanuel Macron aux plus riches et aux grandes entreprises. C'est profondément inacceptable de procéder ainsi. Prisca Thévenot, comment vous réagissez aux propos qu'on vient d'entendre? On aurait pu trouver d'autres pistes que reculer l'âge de départ à la retraite. Moi, je vais vous le dire, moi j'étais à l'audition du corps. J'y étais, j'étais là, j'ai entendu, j'ai pu même poser des questions et entendre les autres questions. Et donc oui, le président du corps a bien dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude sur les dépenses liées au système de retraite. Mais aux dépenses, il y a les ressources. Eh bien, par contre, sur ça, oui, il y a un sujet sur les ressources. Et donc, je suis assez étonnée qu'on en vienne aujourd'hui à des débats basiques à ce point-là. Quand vous gérez votre budget, eh bien oui, vous prévoyez des dépenses en fonction de vos ressources. Et vous ne prévoyez pas des dépenses en fonction des ressources de votre voisin, de votre ami ou de votre cousin. Je veux dire, ça s'appelle de la responsabilité. Et donc oui, nous voulons maintenir notre système de retraite par répartition parce que nous voulons éviter absolument de rentrer dans un système par capitalisation qui est un système profondément inégalitaire. Ensuite, je vous entendais dire, monsieur le député, c'est une réforme injuste. Mais soyons très clairs, l'injustice, et je vous le dis à vous, monsieur, moi en tant que femme, l'injustice serait de rester dans ce système tel qu'il existe aujourd'hui, avec les défaillances que nous connaissons et qui reposent essentiellement sur les carrières des femmes, qui ne prend pas assez en compte la particularité des carrières des femmes, notamment en termes de congé parental, en termes de congé proche aidant. Parce que oui, ce sont souvent les femmes qui s'occupent des personnes qui en ont le plus besoin. Eh bien, nous devons y travailler. Nous devons également travailler aux pensions minimales. Parce que oui, ce sont en général les femmes qui ont les pensions les plus basses. Et donc, je ne comprends pas comment vous êtes en permanence en train de lever le totem de l'âge sans venir répondre jamais à ces sujets féminins. Mais vous, Madame Thévenot, votre réforme, elle aggrave la situation
pour les femmes. L'étude d'impact qui vient d'être publiée à propos de ce projet de réforme du gouvernement indique que pour les femmes, l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein va être supérieur à ce qu'il sera pour les hommes. Et puis, avec ce report de l'âge à 64 ans, avec ces 43 annuités de cotisation nécessaires pour toucher une retraite à taux plein, vous allez forcer beaucoup de femmes qui subissent les temps partiels imposés, les carrières hachées, à aller à 65, à 66, jusqu'à 67 ans, l'âge d'annulation de la décote pour toucher leur retraite à taux plein. Donc c'est une réforme qui est profondément injuste pour tout le monde. Nous sommes tous perdants, mais les femmes en particulier, les jeunes en particulier, les plus pauvres en particulier. Et les femmes, oui, je le dis, c'est une mauvaise réforme pour les femmes. Mais c'est vrai que certaines personnes, comme par exemple l'économiste Michael Zemmour, nous alertent sur les coûts cachés de la réforme. Effectivement, des arrêts de travail plus importants, parce qu'on s'arrête plus facilement à 63 ans pour en arrêt maladie qu'à 30 ans. Il y a aussi ceux qui vont être maintenus dans des situations précaires, au chômage. Et tout ça, ça pourrait coûter 3,5 milliards d'euros selon des calculs qu'avait fait le ministère de la Santé, voire même 5 milliards d'euros selon l'économiste que je citais, Michael Zemmour. Est-ce que finalement cette réforme, sur le plan comptable, elle est si judicieuse que cela? Ce n'est pas une réforme comptable, c'est une réforme sociale. En revanche, effectivement, les sujets que vous soulignez sont extrêmement importants. Vous parlez de la pénibilité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir un fonds qui va être mis en place pour de la prévention. C'est d'ailleurs l'entièreté de ce sujet qui a été traité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez voulu objecter, sur lequel vous n'avez pas voulu vous prononcer. Mais oui, nous devons travailler sur la prévention, travailler sur les pénibilités et ne pas regarder simplement l'usure des corps au moment où il est trop tard. Nous devons y travailler tout au long de la carrière, permettre effectivement à des personnes de peut-être se former pour aller vers d'autres métiers, peut-être des mobilités à l'intérieur même des entreprises. Ça, bien évidemment, nous devons le prendre en compte. Ça a un coût. Nous sommes bien au fait de cela, mais encore une fois, l'enjeu est de pouvoir trouver un système équilibré sans venir dégrader ces enjeux. On va peut-être d'ailleurs finir sur cela, le débat. C'est vrai que cette réforme des retraites, elle permet de parler aussi de l'aménagement des fins de carrière. Oui, mais les seniors vont être aussi victimes de cet allongement de l'âge de départ. Il y a aujourd'hui, pour 55% des seniors, il n'y a pas de passage de l'emploi à la retraite. Il y en a un peu plus de 40% qui passent par le chômage, par la maladie. Eh bien, en repoussant l'âge légal à 64 ans, on va augmenter la part de ceux qui seront dans ce sas de précarité, ni en emploi, ni à la retraite. Il y a des économistes, je pense à ceux de l'OFCE, qui nous indiquent que cette réforme, parler de ses coûts, oui, elle va coûter aux finances publiques, mais elle va coûter aussi à la vie de centaines de milliers de personnes. C'est plus 300 000 chômeurs à l'horizon 10 ans. C'est plus 400 000 personnes en maladie. C'est plus 200 000 personnes qui toucheront les minima sociaux. Donc elle va créer de la pauvreté, de la précarité. Elle va créer du malheur, cette réforme. C'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser le 31 janvier prochain, manifester pour faire reculer ce gouvernement. On va finir avec vous, Prisca Thévenot, puisque Paul Vanny a commencé ce débat. Justement, vous ne craignez pas la pression de la rue ? Non, il ne faut pas craindre la pression de la rue. Moi, encore une fois, je dis, les manifestations ont cette force qu'elles permettent de faire entendre des revendications. Moi, ce que j'aimerais entendre aujourd'hui... Vous pourriez bouger sur quoi, là, encore ? Pardon ? Sur quoi vous pourriez encore bouger ? Qu'est-ce que vous pourriez donner à la rue, justement ? Il ne s'agit pas de donner à la rue, il s'agit de préserver pour la France, préserver un système de solidarité. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on oublie qu'aujourd'hui, ces moyens d'expression sur ce texte, sur cette réforme extrêmement importante, ont déjà eu lieu, ont lieu et vont continuer à avoir lieu. Pourquoi on l'oublie ? Parce qu'on a un bruit permanent d'une certaine partie des députés qui veulent faire entendre leur voix et pas celle des Françaises et des Français. Les syndicats se sont exprimés, ils ont été concertés, ils ont fait évoluer le texte malgré ce que vous êtes en train de dire, monsieur le député. Ils ont fait, regardez, encore une fois, vous m'empêchez de parler. Vous continuez, vous m'empêchez de parler. Parce qu'il faut qu'on referme le débat. Allez-y, finissez, Prisca Thévenot. Je continue encore une fois. Laissons la rue s'exprimer, mais n'écoutons pas les députés qui se servent de ce sujet-là pour en faire un sujet d'égo-trip. Écoutons-les et faisons évoluer le texte. Le débat commence à l'Assemblée nationale en commission. Il va se poursuivre en hémicycle. Venez porter des vrais amendements de fond et pas des amendements cosmétiques. Et on suivra donc le débat à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup,
Prisca Thévenot, d'avoir participé à ce débat en direct. Autre question de gros sous, les transports franciliens. Lundi étaient organisés par la région et par la préfecture de région les assises consacrées à leur financement, car Île-de-France Mobilité va manquer d'argent d'ici à 2030. Il faudra 800 millions supplémentaires en 2024 et il faudra 2,3 milliards d'euros supplémentaires en 2030, dont 1,6 rien que pour financer les nouvelles lignes. Alors, quelles sont les pistes pour de nouvelles recettes? On voit cela avec William Banqui et Céline Cabral. Comment limiter l'augmentation du pass Navigo dans les prochaines années? De nouvelles taxes et redevances semblent indispensables. Option 1, taxer davantage les entreprises. Celles de plus de 10 salariés financent déjà un peu plus de la moitié du coût des transports en commun en Île-de-France. Les patrons ne disent pas non à une augmentation modérée. On considère aujourd'hui que notre part est assez importante. Néanmoins, compte tenu de l'enjeu du Grand Paris Express et de ce que Île-de-France Mobilité nous propose à l'horizon 2030, les entreprises seront au rendez-vous pour accompagner ce mouvement-là aussi. Option 2, taxer les automobilistes. Utiliser une fraction du prix payé à la pompe pour financer les transports en commun est une possibilité. Imaginer une redevance annuelle en est une autre. L'instauration, si on veut que les gens prennent moins la voiture, peut-être d'une vignette, un peu comme il existe en Suisse, pour aller dans la métropole du Grand Paris, qu'on payerait tous les ans, une fois par an peut-être. Alors je ne sais pas, il faut discuter de son coût, 20, 30, 40, 50 euros, mais qui aurait une particularité, c'est que cet argent serait une sorte de crédit pour utiliser les transports publics. Option 3. Taxer le e-commerce. Chaque livraison pourrait ainsi faire l'objet d'un prélèvement reversé au budget d'Île-de-France Mobilité. Une grande partie du trafic dans les rues à Paris est du trafic de livraison. Vous avez à peu près 20 à 30% du trafic dans les rues parisiennes qui correspondent non pas du trafic de personnes, mais du trafic de marchandises avec des petits véhicules. Donc ce trafic de marchandises, il doit bien sûr être responsabilisé. Option 4, taxer l'immobilier. En particulier les transactions à proximité des nouvelles gares du Grand Paris Express. Les droits de mutation ou l'impôt sur les plus-values pourrait être revu à la hausse dans les quartiers concernés. Voilà quelques possibilités qui ne feront certainement pas consensus. Et donc Valérie Pécresse propose donc de baisser les charges qui pèsent sur Île-de-France Mobilité via par exemple une TVA à 5,5 sur les transports, l'annulation de la dette Covid, et puis elle propose des pistes de financement comme la hausse de la taxe de séjour, la taxe sur les bureaux, la hausse des droits de mutation, faire contribuer le secteur de la logistique ou encore, on l'a vu, augmenter le versement mobilité. Là-dessus, on a l'impression qu'après vous êtes écharpé sur l'offre de transport, vous avez retrouvé un semblant d'unité au Conseil régional. Bon, d'abord, prenons cette proposition de baisser la TVA à 5,5. C'est un amendement que j'ai défendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il a été rejeté notamment avec l'appui des députés Les Républicains, la formation politique à laquelle appartient Valérie Pécresse. Donc il y a peut-être là un double discours ou une cohérence à chercher du côté de la droite. Sur les autres pistes, nous défendons, avec mes collègues au Conseil régional du groupe La France Insoumise, notamment l'augmentation du versement mobilité que payent les entreprises. Et nous proposons de l'augmenter pour un certain type d'entreprises, pas pour les plus petites, pas pour les moyennes entreprises, mais pour les plus grosses. Elles sont nombreuses en Île-de-France. Et certaines d'entre elles, vous le savez, ont réalisé ces derniers mois des profits records, des super profits. Eh bien, nous proposons de les mettre, elles, à contribution. Et puis, nous regardons aussi du côté du secteur du tourisme, qui va bien, qui se porte bien dans la région. Nous proposons qu'il y ait, pour les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, pour les palaces, pour les logements loués sur Airbnb, par exemple, une contribution qui permette de financer les besoins d'investissement massifs dans nos transports. En tout cas, ça ne peut pas être par l'augmentation du prix du pass Navigo, qui est le choix qu'a fait Valérie Pécresse, que nous pouvons trouver une solution qui soit juste. Cette augmentation, elle pénalise les plus modestes, et puis elle est contre-productive, parce que, au fond, elle peut conduire à ce que certains préfèrent la voiture, le transport individuel, plutôt que le transport en commun. Valérie Pécresse défend la mise en concurrence du réseau. Notamment parce qu'elle permet de maîtriser les coûts des opérateurs et donc d'éviter à Île-de-France Mobilité de trop dépenser à l'avenir. C'est l'inverse. Et d'abord, elle est de plus en plus seule. Madame Pécresse, c'est la dernière, au fond, en Île-de-France, à défendre l'ouverture à la concurrence, parce que chacun a pu faire d'abord le diagnostic du désastre
en moyenne et en grande couronne, notamment sur le réseau de bus, de cette ouverture à la concurrence. Dans ma circonscription à Argenteuil-à-Bezons, c'est 20% de la desserte, certains jours, qui est annulée. C'est des temps d'attente à l'arrêt qui sont démultipliés. Mais ça, c'est la pénurie de chauffeurs, ça. C'est la pénurie de chauffeurs, mais elle est liée au mécanisme de mise en concurrence, mais justement des entreprises et donc de leurs salariés, avec une baisse de leur salaire, une augmentation de leurs amplitudes horaires qui conduit à des arrêts de travail, des burn-out, des démissions et donc qui désorganisent nos transports. L'ouverture à la concurrence, par ailleurs, ça coûte très cher. Ça coûte même une fortune. On estime que pour IDFM, l'ouverture à la concurrence pour les seuls réseaux de bus va coûter 5 milliards d'euros d'ici à 2030 parce que cette ouverture à la concurrence, elle oblige, c'est un peu technique, Île-de-France Mobilité à racheter le matériel roulant notamment. Donc ça coûte très cher, ça ne fonctionne pas, c'est une catastrophe. Nous défendons, avec l'ensemble d'ailleurs des groupes de la gauche, des écologistes, de la NUPES au Conseil régional d'Île-de-France, l'arrêt de l'ouverture à la concurrence. J'ai entendu le ministre Clément Beaune indiquer qu'il envisageait, en tout cas, de reporter à l'après-Jeux Olympiques cette ouverture à la concurrence. Il faut tout bonnement l'arrêter. Elle est mauvaise pour les salariés autant que pour les usagers. Alors, c'est un sujet de préoccupation, cette fois-ci, pour les parents d'élèves et leurs enfants. La pénurie d'enseignants. Depuis la rentrée, les heures de cours non assurées se multiplient. Le site de la FCPE, où il n'y a pas cours, les recense et ça se chiffre en milliers d'heures perdues dans les Hauts-de-Seine, par exemple, et le Val-de-Marne, 2 départements en tête. Mais tous les départements sont concernés par le phénomène. Il manque aussi des remplaçants. C'est d'ailleurs là que se situe vraiment le problème. Si bien qu'à Franconville, dans le Val d'Oise, la mairie a dû mettre en place sa propre école pour que les élèves rattrapent leur retard. Tania Watine avec Maëla Mendy. Arthur a toujours aimé l'école, mais cette année en CM1... J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai plus envie d'aller à l'école maintenant. La maîtresse n'est jamais là, j'ai vraiment plus envie. Ils ne savent jamais s'ils vont avoir une maîtresse ou pas, un remplaçant ou pas. Et puis le sentiment d'être abandonné tout simplement par leur maîtresse, puisqu'ils en ont vu défiler 2 ou 3 depuis le début de l'année, donc sans compter les remplaçants ponctuels. Dans cette école de Franconville, la maîtresse des CM1, CM2 a été absente et non remplacée presque 1 jour sur 2, d'après les calculs des parents. Leurs enfants sont alors répartis dans d'autres classes, souvent de niveau inférieur. Du coup, tu suis pas le programme ? Bah non, on fait des coloriages. Comme au temps du Covid, certains parents tentent l'école à la maison. Ils ont alerté le maire qui propose une sorte d'école municipale le mercredi. Des enseignants volontaires qui prendraient des petits groupes comme après l'école. On salarie des enseignants pour faire l'étude, on fait du soutien scolaire dans les maisons de quartier. On va faire ça sur une journée, ni plus ni moins. Il ne faut pas qu'on soit éducation nationale contre mairie. C'est pas du tout l'objet. Là, on est ensemble, les pouvoirs publics, pour aider les gamins, parce qu'on a des CM2 qui vont rentrer au collège l'année prochaine, qui n'ont pas cours aujourd'hui. L'inspection académique n'a pas souhaité nous recevoir, tout en reconnaissant de nombreux arrêts maladie et un manque de personnel. Les syndicats d'enseignants, eux, dénoncent des problèmes dans tout le Val d'Oise à cause d'une nouvelle gestion des remplacements, jugée trop centralisée, informatisée et déconnectée du terrain. Les remplaçants, ils sont parfois mis sur une école et puis en fait 1 heure après, on leur dit non, vous allez sur une autre école et c'est un autre qui y va. Et en fait, il y a aussi un turnover de remplaçants ils ont une mission la veille et le lendemain matin, on leur change leur mission. Donc les écoles, elles ont un nom la veille et puis l'ordinateur renvoie un autre nom le lendemain et en fait, on ne sait pas qui se présente. Enfin, voilà, ça c'est le problème de la gestion départementale. À Franconville, une trentaine d'enfants se sont déjà inscrits pour la première journée d'école municipale demain. Alors, c'était un sujet qui a été diffusé début décembre. Depuis, l'école, elle est vraiment entrée en fonction. Comment est-ce que vous jugez cette initiative de la mairie de Franconville ? Elle est louable, mais vous savez, moi, cette situation, elle me révolte profondément parce que je suis enseignant de métier. Je suis député aujourd'hui, je siège dans la commission qui s'occupe des questions d'éducation. Et cette situation, elle était prévisible. Depuis plusieurs années, il y a une véritable crise des vocations. Il y a de moins en moins de candidats au concours de l'enseignement. Et cet été, j'ai déposé avec des députés de la NUPES une proposition de loi pour répondre à cette crise des vocations, à cette crise de recrutement. Elle a été totalement ignorée par la majorité, par le gouvernement, qui a choisi à la place, vous l'avez vu cet été, ces job dating, ce bricolage qui ne répond permis rien. D'ailleurs de remplir toutes les places. En particulier dans l'Académie de Versailles, dans l'Académie de Créteil, où il manque des milliers d'enseignants. 1400 postes ouverts dans l'Académie de Versailles, seulement 460 admis après le concours, selon le SNU IPP 95. Oui, mais pourquoi ça ne tombe pas du ciel. Vous avez eu depuis maintenant quelques décennies une paupérisation
considérable des enseignants. Dans les années 80, un enseignant en début de carrière, il commençait à un équivalent 2,2 SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2, 1,3 SMIC. Et puis, il y a eu beaucoup de mensonges. Il y en a encore un récemment, quand M. Macron, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, annonce une augmentation inconditionnelle de 10% du salaire des enseignants, et qu'on constate aujourd'hui... On a le détail, justement. Oui, elle n'aura jamais lieu. Moi, je siège donc à la commission... Elle aura lieu pour certains, quand même. Non, pour personne. Pour personne. Alors, pas 10%, parce qu'on on a... Mais il y a une augmentation de salaire quand même qui est annoncée. Il y a une augmentation qui est souvent du niveau de l'inflation, et donc, au fond, il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat des enseignants. Les néo-titulaires, 2079 € net, avec 153 € de hausse. Et entre 6 et 11 ans d'ancienneté, il y aura au moins 281 € de hausse. Ça, c'est un des scénarios. J'attends de le vérifier. Mais tout ce qui est à prendre est bon à prendre. Mais vous savez, le budget de l'éducation, comme tous les autres, il a été imposé par 49.3. C'est le premier budget de la nation, mais nous n'avons même pas pu délibérer. En tout cas, il dégage une enveloppe d'1,9 milliard d'euros pour augmenter le salaire des enseignants. Pour une augmentation de 10% de tous les enseignants, il faudrait 3,6 milliards. Vous voyez, c'est presque 2 fois moins. Et il y a un mensonge de la part du gouvernement. Justement, c'est quoi un salaire décent dans l'enseignement, selon vous, un salaire d'entrée, par exemple? Jean-Luc Mélenchon, pendant l'élection présidentielle, dans son programme, défendait une augmentation immédiate de 15% de tous les salaires dans l'éducation nationale. Il proposait d'engager une discussion avec les organisations syndicales sur un volant de 15% supplémentaire pour aboutir à peu près 30% d'augmentation. Ce chiffre peut paraître important, mais quand on le ramène à ce qu'est par exemple la situation des enseignants français quand on compare leur salaire à la moyenne de l'OCDE, ça n'est qu'un rattrapage qui permettrait au fond de traiter aussi dignement en France que dans d'autres pays européens les professeurs. Je disais en début d'émission que vous étiez encore conseiller régional. C'est vrai que comme Clémentine Autain, comme Sophia Chikirou et comme Raquel Garrido, vous étiez engagé à démissionner vu que vous avez été élu à la députation. Ça n'a pas été le cas parce que ça impliquerait qu'il n'y aurait plus de groupe La France Insoumise. Vous avez proposé un groupe NUPES, enfin NUP, à l'ensemble de vos partenaires. Où est-ce qu'on en est des négociations? D'abord, vous avez raison de rappeler notre attachement au principe du non-cumul des mandats, qui est un engagement démocratique. Mais en effet, si les députés conseillers régionaux démissionnaient, eh bien, la France Insoumise perdrait sa voix au Conseil Parce que derrière, il y a eu fusion des listes. Derrière, ce ne sont pas des insoumis qui passeraient. Voilà, c'est un peu technique. Aujourd'hui, nous proposons en effet la création d'un groupe de la NUP. Pour l'instant, c'est en discussion. Mais je veux dire que nous avançons bien, nous travaillons bien avec les écologistes, les socialistes, les communistes au Conseil régional d'Île-de-France. L'enjeu pour nous, c'est de gagner cette région en 2028. Nous nous y préparons. Nous avons défendu, par exemple, en décembre dernier, un contre-budget commun. Et nous resterons, nous, le temps qu'il paraît nécessaire à pouvoir incarner cette opposition au Conseil régional. J'ajoute... Merci. 9 secondes, je suis obligé de dire au revoir. Vous reversez vos indemnités dans des actions précises. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Très bon dimanche à vous.